Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la coiffe des rotateurs. Donc, ce sont les muscles profonds de l'épaule. On les appelle rotateurs, non pas à cause de leur physiologie, mais tout simplement leur action va faire rouler, pivoter la tête humérale dans la gaine scapulaire. Ils sont au nombre de 4. On en rajoute un autre qui est le long biceps, qui de par son trajet peut être associé à la coiffe des rotateurs. Nous allons dans un premier temps les localiser dans l'organisme, puis nous les décrirons les uns après les autres. Ils ont tous une insertion scapulaire et vont terminer au niveau de l'épiphyse proximale de l'humérus. Si on se permet de faire un petit zoom sur la scapula toujours en vue latérale, ça va donner la chose suivante. Donc toujours une vue latérale, donc c'est la même orientation. Ici, l'acromion, le processus coracoïde, la glène et le corps de la scapula. Nous avons dit 4 muscles. On a en haut le supraépineux. En arrière, on va avoir 2 muscles de la coiffe, l'infraépineux en haut, le petit rond en bas. Et en avant, nous aurons le muscle subscapulaire. Donc ces muscles, de par leur trajet, vont coiffer la tête humérale et leur action, leur contraction, va la faire pivoter dans la glène. On peut détailler un petit peu plus ce schéma pour faire apparaître le long biceps et expliquer pourquoi son trajet et son action peut être assimilé à ceux de la coiffe des rotateurs. Donc cette fois un dessin un peu plus détaillé étant donné qu'on va faire apparaître la cavité articulaire que je dessine en bleu. Et le reste du corps de la scapula. On fait apparaître le tubercule supra-glénoïdien, car la capsule prend en compte ce dernier. Donc le trait vert, c'est la délimitation de la capsule. On peut refaire apparaître du coup les chefs musculaires, ici supraépineux, infraépineux, le petit rond, en avant le subscapulaire. Avant de parler du long biceps, je souhaiterais faire apparaître les bourses synoviales, notamment celle-ci, la bourse sous-acromiale, et notamment celle-ci, la sous-coracoïdienne. C'est grâce à ces bourses synoviales que les tendons, notamment le tendon du supraépineux, du biceps et du subscapulaire, vont glisser contre l'espace ostéo-ligamentaire. Notamment, la bourse synoviale est la seule structure qui va séparer le supraépineux de la voûte sous-acromiale. Il va notamment être en rapport avec ce ligament qui est le ligament coraco-acromial, qui ferme cet espace qui correspond à la voûte sous-acromiale. Ce tendon du supraépineux, lors des mouvements d'abduction notamment, va être comprimé devant la fermeture
de la voûte coraco-acromiale. Cette compression répétée contre l'acromion va prédisposer le tendon, malgré sa forte résistance, à des usures, des pathologies inflammatoires, dégénérescentes, etc. C'est le tendon le plus exposé aux pathologies de la coiffe des rotateurs. Donc dans un premier temps, il y aura une phase inflammatoire, douloureuse. Cette inflammation ensuite se transformera en calcification, rendant le tendon certes moins douloureux, mais beaucoup moins résistant à l'étirement, ce qui amènera plus tard à la rupture tendineuse. Ces muscles-là, donc, ils ont une situation périarticulaire. Ils sont situés en profondeur proche de l'articulation, donc ils vont la stabiliser activement. Lorsqu'on se fait une luxation antéro-interne de gléno-huméral, devant la laxité ligamentaire, ce sont ces muscles-là que l'on va renforcer pour justement cintrer l'articulation. C'est les muscles qui prennent le relais des ligaments. Ensuite, donc, le long biceps, il est situé au niveau de ce tubercule supra-glénoïdien. Et donc, il va passer comme ceci. Un trajet d'abord intracapsulaire. Et ensuite, une fois qu'il a passé la glène, il va se diriger dans le sillon intertuberculaire qui s'appellera ensuite sillon bicipital. On va maintenant décrire les muscles les uns après les autres. On va commencer par le muscle subscapulaire avec une vue antérieure. Donc dans un premier temps, je dessine le corps de la scapula avec le pilier de la scapula, son bord médial. Ensuite ici, l'humérus. Ici le sillon intertuberculaire avec le tubercule mineur. La tête humérale. On peut également mettre en évidence l'acromion. La face antérieure de la scapula, elle est traversée par des petites crêtes comme ceci. La crête supérieure, elle est un peu haute. Ces crêtes, notamment, vont servir de point d'ancrage tendineux pour le subscapulaire. On va avoir 3 lames tendineuses qui vont s'insérer sur ces crêtes. Je vais faire comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie tendineuse du subscapulaire. Autrement, son corps charnu va prendre la majeure partie de la face antérieure et il va juste laisser de l'espace pour les ligaments gléno-huméraux. Autrement, il prend toute la place. Il va terminer sur la partie supérieure du tubercule mineur, proche du ligament gléno-huméral moyen. Il va d'ailleurs renforcer ce dernier. Donc il va se diriger vers le dehors pour gagner le tubercule mineur. Il va stabiliser antérieurement la tête humérale étant donné qu'il va renforcer l'action du ligament gléno-huméral moyen. Il a également des rapports importants avec l'articulation scapulo-thoracique, où vous avez en avant du subscapulaire un plan cellulo-graisseux qui va répondre au muscle dentelé antérieur qui répondra lui-même à l'articulation au grécostale pour terminer la configuration de l'articulation scapulo-thoracique.
C'est lui, lorsque la tête humérale part en avant, sort de sa cavité, qui va la tracter vers le dedans, d'où le terme de luxation antéro-interne. Si on regarde sa configuration par rapport aux axes articulaires, il sera adducteur de gléno et également rotateur interne. Il est quasiment sur l'axe de flexion, donc il a une action très accessoire concernant ce mouvement. Les fibres inférieures vont notamment abaisser la tête humérale, ce qui sera important pour les mouvements d'abduction. Lors du mouvement d'abduction de gléno-huméral, les antagonistes sont très importants. C'est eux qui vont contrôler le mouvement et recentrer la tête humérale. Toujours au niveau de ces rapports, il va composer avec le muscle petit pectoral la fosse axillaire qui va accueillir l'artère axillaire, accompagné du plexus brachial. Donc ici on a le faisceau postérieur, ici faisceau latéral. Et ici faisceau médial. De manière très schématique. Donc, le faisceau postérieur, je le fais ici. Eh bien le faisceau, c'est le faisceau postérieur qui va donner le nerf subscapulaire, responsable de l'innervation du muscle du même nom, issu des racines C5 à C6. On a fait à peu près le tour, il me reste juste à parler de la bourse synoviale. C'est surtout la fin de la partie charnue qui est en rapport avec cette bourse. Et qui va permettre le glissement du tendon lors des mouvements de gléno-huméral. Ensuite, je souhaiterais faire une vue supérieure pour continuer à détailler notamment son rapport avec la scapulo-thoracique. Ici, on sera en arrière et ici en médial. Donc ici T1, de manière très schématique avec la colonne vertébrale, avec la première côte, le manubrium sternal, avec la clavicule qu'on a coupée volontairement, qui va s'articuler avec l'acromion, ensuite la gléno-humérale, avec tubercule mineur ici, sillon intertuberculaire et tubercule majeur. On peut faire également le reste du gris costal en schématique. Donc le subscapulaire, il part de la face antérieure de la scapula et termine sur le tubercule mineur. En avant de lui, le plan cellulo-graisseux qui va répondre au muscle dentelé antérieur qui lui va terminer sur le gris costal. Muscle dentelé antérieur qui présentera lui-même un plan cellulo-graisseux qui répondra lui au gris costal. On peut également mettre en évidence ses rapports avec
le paquet vasculo-nerveux axillaire. Donc une fois passé la face inférieure de la clavicule, l'artère subclavière devient l'artère axillaire. Et elle ne chemine pas toute seule, elle va également avoir le plexus brachial qui va l'accompagner. Et on a fini pour le muscle subscapulaire. Il nous manque à détailler les muscles postérieurs, tous les autres, à savoir supraépineux, infraépineux et petit rond. Donc c'est une vue postérieure de la scapula, avec l'épine, le coracoïde, la glène, avec la tête humérale, et on va avoir le tubercule majeur ici. Ici, on peut mettre en évidence la capsule articulaire avec ses petits récessus inférieurs. On va commencer avec le supraépineux. Comme son nom l'indique, il débute dans la fosse supraépineuse et va terminer sur la partie supérieure du tubercule majeur. Il va se diriger vers sa terminaison, à savoir vers l'avant et le dehors. Et on voit bien ici sur ce dessin qu'en fait il va passer sous l'acromion, ce qui peut être la source de conflits mécaniques entraînant l'inflammation de ce tendon, qui peut dégénérer ensuite en rupture ou en déchirure ou en usure, tout simplement. Donc ce muscle-là, il assure le centrage permanent de la gléno-humérale, pendant à peu près tous les mouvements de la gléno. Il va avoir un effet de stabilisation supérieure. Il va renforcer le verrou supérieur de la gléno-humérale qui est formé par le ligament coraco-acromial. Eh bien, il va renforcer l'action de ce ligament. Il participe également à la suspension de la gléno-humérale. Ça veut dire qu'une paralysie du supraépineux entraînera notamment des subluxations inférieures, étant donné qu'il la maintient vers le haut. Sans lui, la tête humérale aura tendance à aller vers le bas. Et ça entraînera des problèmes de stabilité articulaire de la gléno-humérale. Parlons maintenant de sa vascularisation et de son innervation. Donc vous allez avoir ici l'artère axillaire qui arrive. Et qui va donner une artère suprascapulaire qui va passer dans l'incisure coracoïde. Avec le nerf du même nom, nerf suprascapulaire, qui est issu du faisceau postérieur du plexus brachial et qui sera issu des racines C5, C6. Il va avoir également une autre artère qui est l'artère dorsale de la scapula, qui va présenter des rameaux pour le muscle supraépineux. Donc qui est moteur, en plus d'être stabilisateur actif, il est moteur de l'abduction de gléno-humérale. Voilà pour le muscle supraépineux. On va maintenant passer à l'infraépineux. Eh bien, l'infraépineux, lui, va s'attacher en bas de l'épine, dans ce qu'on appelle la fosse infraépineuse.
Il va terminer juste en dessous du supraépineux sur la face postéro-supérieure du tubercule majeur. Son insertion jouxte celle du supraépineux sans démarcation. Il va se diriger vers l'avant, le dehors et vers le haut. Il va croiser la partie postérieure de la capsule et va la renforcer dans le même temps. Alors, tandis que le supraépineux est abducteur, l'infraépineux est lui rotateur externe. Donc il sera rotateur externe de gléno-huméral. Il va jouer un rôle notamment dans l'abaissement de la tête humérale, qui va également jouer un rôle dans l'abduction, qui est quand même le mouvement majoritaire, le mouvement usuel le plus utilisé par l'épaule, par la gléno-humérale. Son innervation et sa vascularisation, eh bien c'est la même chose. Alors on va mettre ça en dessous. À savoir nerf suprascapulaire. Et artère suprascapulaire. Vous allez avoir également l'artère dorsale de la scapula qui va lui donner des rameaux. On a fini avec l'infraépineux. Il nous manque maintenant le muscle petit rond. Voilà, donc qui commence partie latérale de la fosse infraépineuse et il termine partie face postérieure du tubercule majeur. Il se dirige donc vers le haut, l'avant et le dehors. Et vous avez le muscle qui apparaît. Comme le supraépineux, il sera rotateur externe. Il va également participer légèrement à l'adduction de gléno-huméral. Il sera innervé, lui, par le nerf axillaire qui va passer en dessous de lui à travers l'espace axillaire supérieur qu'on détaillera quand on fera notamment le grand rond. Issu des racines C5, C6, du faisceau postérieur du plexus brachial et vascularisé par l'artère circonflexe postérieure qui est une collatérale de l'artère axillaire. Le petit rond va également former l'espace axillaire inférieur avec les muscles long triceps et grand rond. Le grand rond, si je fais son trajet rapide, il sera comme ceci. Et vous allez avoir le muscle long triceps qui sera ici. Eh bien, l'espace axillaire inférieur, il sera formé ici. Mais ce qu'on veut, voilà, le petit rond va former ce triangle qu'on appelle le triangle scapulo-tricipital, où va passer notamment les vaisseaux subscapulaires. On peut également dire qu'il va former donc l'espace axillaire supérieur, ancien trou carré de Velpeau, entre donc le grand et le petit rond, le long triceps et l'humérus, où vont passer notamment le nerf axillaire avec l'artère circonflexe postérieure. Donc les muscles de la coiffe des rotateurs stabilisent l'articulation, la font également bouger surtout en abduction et en rotation externe. Même si le subscapulaire n'est pas abducteur, il a une participation dans l'adduction étant donné qu'il participe au recentrage de la tête humérale et à l'abaissement de cette dernière. Il forme également des espaces dans lesquels vont passer les paquets vasculo-nerveux à destination des muscles de l'épaule. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.